truc que j'ai fait, euh, c'est que... Alors moi, c'est un projet que j'ai mis de côté, qui viendra peut-être, mais je suis très nul pour écrire les paroles. Et, et là, c'est un projet où il fallait que j'écrive beaucoup de chansons en très peu de temps. Et du coup, j'ai utilisé ChatGPT notamment pour... alors, je n'ai pas dit de créer des paroles, même si c'est faisable. Encore faut-il avoir, comme on disait, le recul par rapport à ce qu'il prenait. Mais j'avais genre des bouts de texte, genre un couplet par exemple. Et j'ai dit, déjà, est-ce que tu peux déjà corriger les fautes de grammaire? Parce que je suis une machine à faire des fautes sur pattes. Et tu vois, quand t'as aussi un moment, une partie où tu bloques, lui demander de te donner des pistes. Pas d'écrire, mais donner des pistes. Mhm. Et pour moi, une notation que je trouve intéressante de l'IA, dans le sens où, je sais plus, c'est une vidéo YouTube, je sais plus qui disait ça, c'est peut-être Astier, mais je suis vraiment pas sûr. Le fait que l'état actuel de l'IA, c'est que si tu fais un truc genre de la musique ou... bon, la musique on va dire par exemple, si tu n'y connais rien et que tu demandes à l'IA de te faire un morceau, il sera forcément mieux que ce que tu aurais proposé parce que tu ne sais rien faire en fait, globalement. Mais par contre, à partir du moment où tu as des connaissances dans le sujet, tu feras forcément que l'IA, mieux que l'IA. Plus lentement, mais... et moi c'est un truc que je sais qu'en tant que musicien et même en tant que texon en fait, en tout ce qui est mixage, par exemple, j'ai pas peur de l'IA parce que le savoir que j'ai en tant que compositeur par exemple, n'est c'est alors, sur des styles que je ne connais pas, enfin où je suis pas familier, ça sera plus performant que moi. Mais je peux faire un truc mieux que l'IA actuellement, plus Mhm. intéressant en tout cas. Et bon, est-ce que du coup l'IA pour en tant qu'artiste, est-ce que l'utilisation serait pas de faire des brouillons, des moodboards ou je pense notamment, alors c'est pas mon rapport à Instagram, mais beaucoup de gens qui veulent vivre de l'art actuellement sur Insta, c'est poster, poster, poster. Mhm. Et tu Ouais. peux pas poster quotidiennement sans partir en burn-out. Enfin, ta Mhm. créativité a une limite qui est souvent liée à ton état de fatigue et ton état mental. Mhm. Est-ce que, du coup, l'utilisation de l'IA, ça peut pas être, notamment pour les freelances, de te créer des moodboards, des brouillons, et après, par contre, il faut avoir la capacité, genre je pense en musique, il faut avoir la capacité de repiquer ce que l'IA t'a donné Mhm. pour après le réarranger et faire quelque Ouais. chose d'authentique entre Je, guillemets. je pense, je pense qu'en fait, c'est marrant, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, en fait, on va revenir de toute façon sur le problème de quels outils on parle quand on parle d'IA. Effectivement, du coup, ça rejoint aussi la question que tu as posée à un moment donné, à laquelle on va répondre aussi, j'imagine, sur générative conversationnelle. En fait, oui, en fait, ça peut. Donc, si on parle justement voilà, d'un logiciel qui apprend de ce que tu lui donnes, qui est le principe vraiment de base, deep learning. Alors du coup, j'avais une super vidéo aussi, peut-être de Veritasium, là, qui est une chaîne de vulgarisation scientifique où ils expliquent l'histoire de l'apparition des chaînes de Markov, qui sont un peu la base mathématique du deep learning. Euh, donc, un logiciel qui apprend, bah carrément, c'est hyper utile de base. Le problème qu'on a donc, c'est que la majorité sont créés par des mastodontes américains ou chinois qui n'ont pas du tout ces intérêts-là en tête, qui ont d'autres intérêts en tête. Il y a la question du vol de données, donc il y a aussi la question de, par exemple, plateformes de style de streaming comme Spotify qui passe des deals, ou sinon récemment il y a Universal qui fait un deal avec, j'en ai entendu parler à la radio hier, avec AI Udio, euh, du coup qui accepte que le catalogue Universal serve à alimenter tel ou tel modèle. Donc il y a ces problématiques-là. Sinon, si on parle vraiment, comme on dit de manière abstraite, effectivement, cette utilisation-là, moi je pense qu'elle est hyper intéressante.
Et du coup, pour le coup, si on parle d'un truc extra artistique comme le marketing, enfin même si je dis pas, hein, le marketing ça peut être de l'art aussi, hein, mais je vais le considérer, pour le principe, je vais le considérer comme un truc extra artistique. Par exemple, typiquement, oui, je pense qu'une IA conversationnelle, ça peut t'aider à faire un rétro-planning, ou à mettre du sens sur un rétro-planning et à du coup éventuellement pré-rédiger des posts, ce genre de choses. Ou pourquoi pas sur un truc artistique comme rédiger des paroles, ça, j'imagine que ça peut peut-être t'aider effectivement à donner un brouillon sur lequel tu vas itérer dessus derrière. Peut-être que, je sais pas, alors j'y connais rien pour le coup en art graphique, mais j'imagine que un truc génératif style, donc c'est quoi, c'est Dali, Midjourney, Ça, ouais. j'imagine que pareil aussi ça peut peut-être donner des bases de brouillon. Après le problème c'est que ça dépend ensuite de ta manière de travailler, c'est-à-dire qu'en fait justement je pense que plus t'avances dans ta pratique d'artiste et plus ta manière de travailler va devenir singulière. Typiquement, je sais que moi je travaille le plus possible papier-crayon, et pas forcément en notant des notes, mais plus en faisant des espèces de schémas, On les ou a tous en ceux-là. notant, voilà, en notant des bêtises qui ne sont absolument pas musicales, qui ressemblent à rien et qui ne me parlent qu'à moi en fait. Ou alors maintenant, depuis que j'utilise SonicPy depuis maintenant 5 ans, j'ai écrit des bouts de code qui n'en sont pas vraiment parce qu'en fait c'est pas vraiment comme ça que ça va être écrit, mais on va dire que le principe de base, la structure de base de mon code, je l'ai écrit à la volée comme ça. Là-dessus, en fait l'IA elle va pas me servir parce qu'en fait c'est trop abstrait justement, et c'est trop c'est trop un langage de moi à moi-même, et je vais pas y trouver un intérêt. Ça va venir peut-être éventuellement, justement, ce que je disais tout à l'heure, au moment de la rédaction du code, éventuellement d'aller chercher une autre structuration, ou alors apprendre de certains scripts que je sais pas encore lire éventuellement. Mais en tout cas, oui, sur le principe, comme jet de base, comme création de brouillon, ouais, pourquoi pas. Mais après, du coup, ça sous-entend une pratique artistique qui est pas encore. Je pense qu'au plus tu vas écrire des paroles, au moins tu auras besoin de l'IA en Oui, fait. non, c'est clairement. C'est ça. C'est. C'est que du coup, parce que tu vas développer une technique d'écriture qui va être tellement propre et euh, tellement spécifique, en fait, que du coup tu pourras plus t'aider, Clairement. ça pourra plus t'aider quoi. Je sais que moi, pour faire des paroles, parce qu'on dit je suis nul de paroles. Euh, disons que j'ai passé ma phase d'ado dépressif où mes textes me conviennent plus, mais j'arrive pas à passer à autre chose. Enfin, tu vois un peu le. Mhm. Mais là, pour les textes, c'est plus l'idée de. Là, je vise plus pour corriger mes textes, parce que du coup, j'écris en anglais, que c'est pas ma langue première, que je parle. Enfin, mal. Genre, je pars dans un pays anglophone, j'ai une conversation sans problème, mais c'est pas de l'anglais Mhm. correct. Et c'est pas Ouais, un. et je vois. Je parle anglais comme un français, quoi. Et l'idée, c'est d'avoir un truc plus proche d'un anglais natif. Ouais. Bah, du coup, c'est ça. Après, encore une fois, ça dépend dans quel cadre Si tu restes dans un cadre, effectivement, d'un anglais plutôt normatif, ça va aller. Mais dès que je pense que par exemple, si tu le fais lire à quelqu'un qui est prof d'anglais et qui, mettons, a genre 30 ans, par exemple, du coup, la personne va pouvoir te donner des indices sur des idiomes particuliers. Elle va te dire, Oui. tu sais, en anglais de Londres, tu as cette figure de style qui existe, cet idiome, ce truc idiomatique qui va bien mieux faire passer ton idée. Alors après, ça va le catégoriser dans telle sphère culturelle, etc. Enfin, tu vois, genre, ça, ChatGPT, a priori, le moment où il va commencer à le faire, tu vas être obligé de te poser la question de est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est Bah, de l'hallucination. Donc tu vas vérifier, c'est un peu. là, on parle par rapport au recul dont tu parlais tout à l'heure. C'est vrai qu'en fait, mon niveau d'anglais permet, donc pour rester dans cette image, dans cet exemple-là, donc je regarde du YouTube anglophone, j'écoute du podcast, Oui, t'as un bon je, niveau en anglais, je lis mes tu bouquins, peux être juge de. Ouais, ouais, voilà. ouais. Les BD, les bouquins, même si je lis plus trop, généralement quand c'est un auteur anglophone, je le lis en anglais.
je comprends l'anglais. Genre, on a bouffé des articles scientifiques à l'appel, je comprends l'anglais. C'est juste que mon niveau d'expression d'anglais n'est pas bon. Et je suis juge, en fait, de ce que l'IA me propose. J'arrive à voir les forces et les faiblesses de la proposition. Et je suis capable de dire, bah ça me convient pas comme tournure. Est-ce que t'en as d'autres, par exemple. Ouais. Et ça part... Et par contre, pour aller exactement dans mon sens, j'ai essayé d'utiliser l'IA pour créer des exercices de lecture de notes pour mes élèves. Ouais. Pour juste pas me faire chier à faire 30 pages de lecture de notes à la main, quoi. Et ce qu'il m'a proposé était nul, en fait. Et j'ai le temps, en fait, que j'essaie de calibrer l'IA. En fait, j'aurais fait mes 30 pages de lecture. Ouais. Donc sur les trucs comme ça, comme tu dis, toi tu disais qu'en fait le fait d'écrire et de m'entraîner à écrire, en fait ça va développer mon propre langage. Je sais que là, par exemple, pour écrire une série de notes, même si je demande de faire des notes aléatoires, mais qui ont comme un sens dans l'harmonie, il faudrait que j'entraîne une IA spécifiquement pour ça. Parce qu'elle n'est pas, à ce niveau-là, elle n'est pas assez entraînée pour que ce soit intéressant. Et du coup, c'est là qu'on revient au problème. C'est là qu'on revient au problème récurrent, c'est-à-dire que si c'est ton IA en local que tu entraînes toi, c'est super. Elle consomme moins d'énergie et éthiquement, c'est ok. Mais le fait est que si on parle d'une IA sur serveur, elle est alimentée par des artistes qui ont peut-être pas envie, dont on va recracher le travail, parfois en termes d'imitation, et qui du coup vont être littéralement lésés, quoi. Et en plus, ça consomme une énergie folle, quoi. Donc en fait, c'est marrant, mais à chaque fois, quelle que soit l'utilisation, en fait, le problème reste le même, c'est que du coup, en termes d'éthique, l'utilisation idéale, ce serait une utilisation locale que tu contrôles, sur laquelle tu as la main, etc. Mais c'est un problème qui, de toute façon, c'est le problème de la technologie en général, quoi. Alors, par rapport à la réglementation, fait qu'on en parle, j'ai une tech là-dessus. Moi, je suis pas très pour la réglementation à ce niveau par rapport au vol de la propriété intellectuelle. J'explique pour toi un peu plus tard. Je pense qu'il vaut mieux que ça passe par, comme tout ce qui existe, enfin, comme toute l'informatique en général, c'est surtout qu'il vaut mieux que ça passe par des actes éthiques, par exemple, de création de modèles open source. En fait, la régulation, effectivement, elle sera tellement spécifique, et puis de toute façon, ces acteurs-là, s'ils sont mal intentionnés, ils arriveront à leur fin. Par contre, je pense que oui, il y a du... C'est l'ouverture de la technologie qui est essentielle, quoi. Le fait que tout le monde puisse y accéder et savoir comment ça fonctionne, donc avoir aussi la culture de ça. Et ça, encore une fois, ça c'est un problème qui se pose pour toutes les innovations technologiques dans tous les cas. Alors c'est justement le point que je voulais aborder juste après. Juste pour en finir là-dessus, par rapport à l'utilisation éthique locale, c'est que le problème, c'est qu'en fait, c'est plus facile de dire l'IA c'est de la merde que de dire comment j'installe une IA en local, quel modèle je choisis, comment je l'entraîne. Sachant que pour moi, ça m'a pris une journée pour le comprendre les bases. Je sais vraiment parce que j'y connais rien en code et que j'ai juste en fait la chance d'avoir. On a connu les débuts d'Internet, l'époque où on lançait Windows à la main et qu'on farfouillait dans les fichiers de CS pour modifier les skins. Et c'est ma compréhension, moi, de l'ordinateur, de l'outil informatique, qui est un peu plus élevé que monsieur, madame, tout le monde qui utilise son ordi sans savoir comment ça marche. Mais je suis loin d'être calé en code, en sécurité internet, parce qu'il y a ça aussi. Fouiller dans les codes, ça te demande souvent d'aller dans ton terminal, et ça demande quand même de vérifier plusieurs fois que le code que tu mets dans ton ordi, c'est pas un truc qui va te porter préjudice. Voilà, le fait de l'entrée dans le local, c'est cool, je pense. Enfin, moi, ça titille un peu mon intérêt aussi, ma curiosité en termes de technologie aussi. Mais ça restera aussi un usage très limité parce que, et on va l'aborder là juste après, mais l'IA du coup crée par rapport à ce que tu lui donnes. Même si tu entraînes ton IA qu'avec des trucs que tu fais toi, il te proposera des trucs
que genre, imaginons, je veux utiliser l'IA pour me faire des croquis avant de faire un tableau. Et du coup, je lui mets tous mes croquis, mes tableaux, mes machins, tout ce que j'ai fait. Il fera des trucs qui seront forcément cloisonnés à ce que j'ai fait. Vu que le modèle que j'ai entraîné, c'est fait sur ce que j'ai créé moi. Mhm. Et le truc, c'est que l'IA, en fait, me proposera des choses semblables à ce que j'ai fait par le passé, vu qu'il entraîne sur mes œuvres, mais il n'a pas cette capacité, ce que tu cherches généralement quand tu es artiste, à aller plus loin à chaque fois, à chaque œuvre, Mhm. et c'est d'aller plus Mhm. loin que ce que tu as fait avant. Parce que ça passe par, généralement, bah, l'entraînement et les ressources que tu as bouffées entre-temps, et ton Mhm. évolution en tant qu'être humain. Et ouais, et puis ouais. Et je pense que le problème se pose aussi pour les modèles alimentés par plusieurs sources. Parce qu'en fait, et ça tu vois, moi c'est pour moi, alors, ce sera peut-être une ouverture en fin de discussion, je sais pas, mais moi ces derniers jours, la question que je me pose le plus, c'est que justement, comme il y a une réaction plutôt épidermique à l'IA en général dans le monde de l'art, et ben et que à côté il y a une vraie interrogation de ceux qui n'ont pas de réaction épidermique par rapport à ça, ceux qui essayent de embrasser le truc comme on dit. Euh, En fait, je pense qu'il va y avoir un mouvement esthétique qui va sortir de ça. Et je me demande ce que ça va être. et, et tu vois, genre, tu parlais de glitch. Moi, je me disais, bah, si t'as envie de faire de la musique et que t'as pas envie d'utiliser l'IA et que t'as même envie de militer contre, ça veut dire qu'il faut que tu produises une musique dont on doit être sûr et certain quand on l'écoute qu'elle a pas, comment dire, qu'aucune IA a été utilisée pour, en fait. Et en fait, ça, c'est une vraie question intéressante, au final, en tant qu'artiste. C'est genre, comment est-ce que je crée une œuvre qui, certes, moi, je sais qu'il n'y a pas eu d'IA dans la création, mais moi, j'ai envie que les gens, quand ils l'entendent, ils se disent, ah, c'est sûr qu'il n'y a pas d'IA là-dedans. Ouais, je vois. C'est une vraie question intéressante, quoi. Sachant que l'IA est de toute façon présente dans les logiciels qu'on utilise. Parce que quand sur Photoshop, par exemple, alors j'utilise pas Photoshop donc je suppose, mais quand tu as le logiciel qui te prend tout seul les contours, enfin le contouring, je pense, il y a une époque où il y avait des gens qui étaient payés pour détourer genre un portrait des personnes pour mettre sur un fond vert ou sur autre chose. Ça, maintenant, les logiciels le font tout seuls. C'est comme là la carte son que j'ai, donc il y a un logiciel bon, qui marche pas sur le PC, mais on s'en fout. En fait, tu parles et qui te fait le réglage adéquat sur un standard de compression, d'équalisation. C'est de l'IA, c'est de l'IA moins développée. De toute façon, l'IA pour l'instant est très spécifique, mais l'IA est de toute façon présente. Et c'est comme il y a eu un moment, c'est une dizaine d'années, je crois, on était encore à la fac, quand a apparu les logiciels qui faisaient ton master tout seul. Ouais. Ce qui fait que du coup, ça fait perdre le boulot. Donc c'est longtemps avant que la question se pose dans l'art visuel. Mais du coup, tous les gens qui faisaient des mastering, ils ont déjà qu'il y a dans les groupes amateurs semi-pro, il n'y a pas grand monde qui allait les voir. Ils ont encore vu leur truc chuter. Ouais. Bah, je pense que alors Victor serait peut-être plus qualifié que moi là, mais je pense à comment il s'appelle mince. Un logiciel de denoising très connu là. Le nom m'échappe. Mais oui, en termes de traitement du son, il y a beaucoup d'outils qui existent, qui utilisent l'IA depuis plusieurs années maintenant et qui sont très efficients. Et effectivement, mais justement, enfin, c'est ça en fait, du coup, le cheminement. Moi, ce que je me suis dit récemment, c'est tiens, je me demande s'il va pas y avoir une espèce de recherche esthétique du moche et du lofi et du crade ça me encore plaît. plus qu'avant, tu vois. Et je me dis en fait, est-ce qu'on n'est pas, est-ce qu'on va pas aller vers ça en fait justement pour montrer à quel point, et donc en gros des trucs où genre tu te dis c'est tellement mal enregistré que c'est forcément fait exprès quoi. Et non, et ça pourrait, enfin je veux dire, je sais pas si c'est ça la réponse, mais en termes de son, en termes de musique, je me demande si ça peut pas être une
qui pourrait exister. Il y a un monde où ça va peut-être être ça l'esthétique. On va faire moche exprès pour montrer que c'est pas de l'IA, quoi. Et il y a une IA, un courant de l'IA qui imitera les gens qui font des trucs moches pour. Absolument. Mais et c'est cool parce que c'est vraiment la transition sur le point que je voulais, le point suivant, c'est que, alors je sais que moi j'ai eu un mouvement de rejet très fort, pas sur l'IA mais sur l'esthétique Instagram, YouTube et Twitch, qui est très donc en quelque sorte côté puritain américain où faut pas avoir un tété, faut pas. Et j'ai eu vraiment un moment une période de réaction vraiment épidermique de bah écoute, si on peut plus le faire, bah moi je vais faire du trash pour faire du trash. Et en fait ça me permet un peu de comprendre, publier son nom, mais je sais que tu vas savoir de qui je parle. Cet artiste marseillais qui fait des espèces de performance théâtre, toujours too much, dans le trash, qui a aucun sens à part être trash. Oui. Alors j'ai pas Quito Bolino en tête, mais c'est pas lui. C'est celui avec qui a beaucoup collaboré. Oui. J'ai oublié son prénom aussi, mais tu vois de qui je parle. Oui. Ah là là, c'est terrible parce que j'ai une chanson en tête de lui. Du coup. C'est pas grave, je le mettrai pour YouTube, je mettrai un petit imprime écran pour dire qui c'est. Ouais. Bah, du coup, oui, effectivement, son art fait sens d'un coup beaucoup là. Ouais. C'est ça. Et en fait, du coup, moi, cette époque, bon, on était à la fac, parce que sachant que nous, on traînait pas un peu dans les milieux expérimentaux, artistiques, machin. Et pour moi, c'est, j'aurais pas l'intérêt de genre choquer pour choquer. Et c'est vrai que ça m'a donné de recul par rapport à ça, dans le sens où, mais merde, c'est Coste, non, je crois son. Jean-Louis Coste, c'est ça. Et ouais, ce truc de, moi, je veux pouvoir montrer du crade, je veux pouvoir montrer du nu. Ça me fait chier de quand je fais à l'époque, c'est ce que je faisais quand je faisais des études en live sur Twitch, de devoir cacher mes modèles parce qu'ils sont à poil et que ça me fait sauter ma chaîne. Et j'ai eu un truc de, voilà, le retour au crade et un peu au black metal notamment, c'est aussi la période où je me suis remis au black. Et je pense que c'est un truc qui, comme tu dis, va se développer aussi parce que l'IA dans la culture et l'industrie, en fait, c'est que l'IA, ça crée du joli. De toute façon, je suis même pas sûr que tu peux se demander à l'IA, fais-moi un truc moche. Ça sera forcément joli parce que c'est entraîné sur des standards. Et il y a un collègue donc chez moi qui s'est fait je crois que c'est Suno, l'IA musical là, qui crée des chansons. Oui. Et qui a utilisé des trucs un peu bossa, genre de la dark bossa, genre. Et ça marchait de fou, j'étais bluffé. Parce que, encore une fois, comme moi, cette utilisation-là ne m'intéresse pas. Donc j'ai pas creusé. Les seuls trucs que j'ai entendu, c'est tous les gens qui fait Macron qui chante Tire le pompon sur un air de Gojira. Et c'est ce truc-là que j'ai entendu moi. Et du coup là c'est un truc fait premier degré, en fait, d'une espèce de bossa qui ressemble un peu du coup un peu à la dark folk, ce quoi qu'il y a de tous les black metaleux qui arrêtent de faire du bruit, qui font de la folk. Tu un peu pagan, genre ça rapproche un peu, et c'était bluffant. C'est un truc premier degré, j'aurais pu écouter en mode chill et prendre du plaisir. Et le truc c'est que l'IA, voilà, ça crée du joli, ça crée pas de l'authentique, si authentique ça a un sens quelque part. Mais j'aime pas le mot authentique, moi, mais mais du coup tu parlais d'anciens black metaleux. C'est parce que, alors du coup, vous avez pas l'image, mais Chris est en train de me montrer un t-shirt Ulver. Un pull. Un pull, pardon. Un pull Ulver. The Blood Inside, ouais. Mais du coup, et ça revient par rapport au contrat passé par Spotify et tout. En fait, le contrat c'est Universal. Mais Spotify a passé un deal aussi. Spotify a fait des deals en fait avec des trucs générés. Ouais. Et en fait, les gens, en fait, qu'on mettra des playlists, Spotify machin, c'est comme dans les restos, les machins. Ça va être, et c'est peut-être déjà le cas, je sais pas, ça va être 100% du généré par IA. Tout ce qui est écoute un peu chill, ça va être de l'IA. Ça, on peut rien y faire. Et en fait, je pense que l'idée de faire une carrière moyenne, entre guillemets, genre, tu veux pas révolutionner le monde de la musique ou de l'art en général, tu veux juste faire ta place dans ce qui marche sur le moment, je pense que ça va disparaître parce que l'IA le fera mieux que toi. Bah déjà, enfin, en fait, c'est comment dire. Oui, et notamment parce que même sans IA, c'est déjà le cas. Enfin, je veux dire, là, je pense, moi, à un truc très concret. Saint-Laurent-des-Gouzes, où est tournée la série quotidienne de TF1, Ici, tout commence. Ça fait travailler plein de techniciens de la région. Pas que de la région, d'ailleurs, mais notamment de la région. Donc c'est une quotidienne, style Plus belle la vie, tout ça.
ça fait travailler plein de techniciens, son notamment, y compris en post-prod. Par contre, au niveau de la musique, il y a un compositeur, mais je dis un compositeur, mais c'est peut-être même... Oui, c'est un compositeur, qui a créé une banque de sons qui va être exploitée sur 2-3 saisons. Et en fait, du coup, ça crée pas d'emploi, quoi. Et en fait, typiquement, ça, c'est... comme c'est une banque de sons qui est du coup plus un espèce de mood board justement sonore, et en fait t'as la musique inquiétante, la musique de course-poursuite, bon, il n'y en a pas beaucoup dans Ici tout commence, hein, soyons clairs, mais la musique de on coupe des carottes, et ça va être la même à chaque épisode, pendant 1, 2, 3 saisons. Bah ça, typiquement, oui, ça c'est... Comment dire, c'est une utilisation déjà de la musique qui est légèrement problématique et qui ouvre complètement la porte à l'utilisation dont tu parles, quoi. Alors j'ai rien contre le compositeur d'Ici tout commence, hein, j'ai pas d'avis. Oui, parce qu'il a eu sur la qualité de ce qu'il fait. On lui a dit on t'embauche pour faire des banques de sons et pas pour faire des trucs, et il l'a fait, c'est tout. J'adorerais avoir son... Enfin, j'adorerais. Je pense que je serais pas malheureux d'avoir son job, sans doute. Mais en tout cas, voilà, c'est une approche de la composition qui est un peu... Alors, sachant du coup, moi, ma position là-dessus, c'est que... Alors, sachant par mon parcours, c'est que... Donc, quand j'étais à Montréal, moi, j'étais en train de partir sur, justement, faire du sound design et de la musique pour le cinéma, les docus et les jeux vidéo. Et j'ai quitté cette voie quand je suis rentré en France, notamment parce que tu voulais manger. Déjà. Mais surtout qu'en fait, c'est une série de réflexions, parce qu'en fait, pourquoi aussi j'ai arrêté la musique en tant qu'interprète, c'est qu'en fait, finalement, je commençais à y aller comme j'allais à l'usine. Et que si c'est pour tirer la gueule, rentrer à 5h du matin, bah autant aller à l'usine. Et c'est pour ça que je dis que je sais pas si j'envie vraiment le sort du compositeur d'Ici tout commence. Et en fait, pourquoi j'ai... À part pour des projets, quand on a bossé ensemble sur des projets universitaires ou des collègues à qui j'ai fait des trucs sound design ou musique pour des jeux, c'est que de toute façon, vu que t'es dedans, tu pourras me contredire ou affirmer, c'est que de toute façon c'est des plans où t'arrives en bout de chaîne, t'as pas de temps, t'as pas de ressources, t'as pas d'argent, et de toute façon tu le feras à l'arrache et tu utiliseras des banques de sons que t'as déjà fait sur d'autres projets, et c'est de genre de plans de toute façon qui seront faits dans de mauvaises conditions, où tu ne seras pas forcément épanoui artistiquement. Il y a plein de cas en jeu vidéo en ce moment, parce que alors pour le coup je suis de près l'actualité du jeu vidéo, et il y a de plus en plus de boîtes, y compris des grosses boîtes qui ont théoriquement un positionnement éthique sur plein de sujets, qui vont direct, peut-être la première dans le truc de maintenant on va faire des trucs en IA, quoi. Et après c'est d'un point de vue de boîte capitaliste, on fait des jeux vidéo pour faire de l'argent, c'est compréhensible, tu réduis tes frais. De toute façon, quand on voit Ubisoft qui sort pas un jeu correct depuis peut-être 10 ans, je veux dire, ça changera pas grand-chose. Allez, ça commence. Non, mais bon, faut dire ce qui est. On est dans la partie bashing de l'émission, ça y est. Sûrement. Et ils vont vers l'IA, c'est obligé. De toute façon, leurs jeux sont déjà pourris, ils resteront pourris. Ils se fondront toujours. Après, le problème éthique à ce niveau-là, c'est si tu prends de l'IA pour réduire tes coûts, pourquoi tu vends toujours ton jeu à 100 balles ? C'est genre, tu prends de l'IA pour faire toutes les étapes quasiment. En fait, finalement, t'as que des gens qui vérifient et qui vérifient la cohérence et qui mettent les choses. Dans ce cas-là, ta charge, ta charge par exemple, elle baisse, tes coûts baissent. Dans ce cas-là, pourquoi on revient pas à des jeux à 20 ou 30 balles ? Ouais, de toute façon, ceux qui trinquent... Attends, je vais te sortir le chiffre, parce que j'en ai parlé sur le Discord de ma boîte de jeux vidéo. Donc, je suis associé dans une boîte de jeux vidéo, du coup, et on parle de temps en temps de jeux vidéo et d'industrie du jeu vidéo. Et il y a eu une petite discussion, justement, sur les transformations actuelles de l'industrie. Et on a parlé de Amazon. Amazon qui fait un pivot. Amazon, ils ont une branche jeux vidéo quelques années. Et ils ont une plateforme qui s'appelle Luna où ils font du jeu en streaming, là, comme ce qu'a tenté Google avec Stadia à une époque et qu'ils ont finalement abandonné.
Et donc Amazon, ils ont acheté ils ont acheté des studios de jeux vidéo qui sont en train enfin ils sont ces studios sont en train d'en prendre plein la gueule parce que du coup Amazon finalement pivote et justement veut faire du jeu vidéo IA. Enfin, avec le maximum de choses faites avec des IA génératives. Et ils ont signé un deal avec OpenAI à hauteur de 38 milliards de dollars. C'est-à-dire que OpenAI a mis 38 milliards de dollars dans Amazon, enfin pour leur utilisation des serveurs. Leur cloud, le système de cloud, c'est Azure, je crois, si je me trompe pas. Non, Azure, c'est Microsoft. Je sais plus Je saurais pas dire. Enfin, bref, l'écosystème cloud d'Amazon. 38 milliards de dollars. Et dans la même semaine, ils ont viré 14 000 personnes dans la branche jeux vidéo. Voilà. Pour dire la finalité, ça reste. Enfin, ceux qui trinquent, c'est quand même voilà, les employés qui sont déjà, comme tu disais, pas dans des conditions de fou et qui sont les premiers à sauter et à qui on va pas donner de. Enfin, je veux dire, on est aux États-Unis, on va pas leur donner un revenu universel. Voilà. Ouais, si ça arrive, ça sera forcément le dernier pays à l'adopter si ça arrive. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, moi, la première réflexion que je me suis faite, c'est en fait, si ça continue comme ça, ils vont être obligés de le faire. En fait, ils vont être obligés de. Et on sait que depuis plusieurs années, il y a dans les discours libertariens, il y a une défense du revenu universel et qui se fait justement sur cette base-là. C'est de toute façon, on n'a pas besoin des gens, donc on va leur donner à manger, mais en fait, on peut se débrouiller sans les gens, quoi. Il existe une autre défense plus de gauche du revenu universel dont l'Irlande est en train de le passer. C'est un équivalent, mais donc voilà, enfin plus pour des raisons un peu plus éthiques, on va dire. Mais voilà, mais enfin, je veux dire, si ça continue comme ça, autant de licenciements, pour éviter que les gens meurent, tout simplement, l'État va être obligé d'intervenir oui, à un moment, de toute façon. Et d'aider les gens à pas mourir, quoi. C'est un peu le problème, on en parlait dans la première partie. Le problème en fait de l'IA d'un point de vue éthique et sociétal, c'est que les tafs sont remplacés par l'IA, mais on est assujetti au fait qu'on doit travailler pour vivre. Et qu'à un moment, de toute façon, si ils veulent aller vers l'IA complet, bah faudra arriver sur un truc pour permettre aux gens de vivre tout simplement, quoi. Et mon point là-dessus, en fait, et en fait c'est aussi ce qui m'a valu beaucoup de débats et de réactions plutôt haineuses du milieu de l'art, c'est alors c'est clairement mon côté punk qui parle, mais moi ce qui m'énerve dans ce débat de l'IA sur la défense sur la base de on perd notre job, ce qui est une vérité. C'est qu'en fait les gens, enfin c'est un peu extrême comme vision de la chose, mais les gens se battent bec et ongles pour avoir le droit de continuer à être les esclaves des grosses boîtes qui, de toute façon, les font vivre dans une situation hyper précaire, où ils bossent genre 20 heures par jour pour une paye souvent minable. Est-ce que c'est pas le moment, justement, où on se dit... Alors, sachant que ce que je suis en train de dire ne prend pas en compte les gens qui, effectivement, sont déjà dans ces boîtes-là et qui ont un revenu qui leur permet de vivre et qui risquent de perdre ce boulot. Là, je parle pour les gens en fait qui peut-être envisageaient de bosser dans le jeu vidéo, ou enfin, je parle de jeu vidéo parce que qui bossaient dans l'art en général, dans l'industrie de l'art. Est-ce que c'est pas le moment, du coup, de passer le pas et plutôt que de faire des boucs et de pleurer pour faire des pitchs chez Ubisoft, de pas trouver des gens pour faire son propre studio, comme vous avez fait vous, hein, de créer ton jeu. Alors certes, du coup, le problème c'est que ça demande du temps, de l'argent et qu'il faut manger. Mais après, il y a aussi un cas de beaucoup de gens qui se lancent dans l'art, qui ne vivent pas de l'art, qui ont une situation pas forcément agréable, mais qui leur permettent quand même de all-in dans l'art, parce qu'ils sont hébergés, parce que soit par les parents, soit par leurs compagnons, leurs compagnes, et ce qui est absolument pas une critique, hein. C'est cool de pouvoir le faire, qui ont un chômage ou un RSA suffisant pour vivre, parce que c'est pas parce que t'as les RSA que t'as ce qu'il faut pour vivre. Et toi, quand t'es... Je confirme. Toi, ce temps-là... J'y suis plus, là. Je suis intermittent maintenant depuis 1 an, donc ça a un peu changé, mais oui, ça reste compliqué. T'as toute la phase, on est tous passés par là, où tu vivotes sur des aides, qu'elles soient des proches ou de l'État, hein,
L'État, ouais. Est-ce que c'est pas plutôt que de perdre ton temps, ton énergie à essayer d'être exploité par une grosse boîte, Mhm. est-ce que c'est pas le coup de créer ton truc? Et alors, ce qui est pas applicable dans tous les domaines, hein. Je pourrais résumer le problème en disant le problème c'est pas l'IA, le problème c'est le capitalisme. Alors on pourrait me rétorquer oui mais l'IA est une incarnation assez typique d'une technologie inventée par le capital. Pourquoi pas? Je pense pas qu'on ait besoin du capitalisme pour inventer des technologies, mais soit. C'est vrai que du coup la manière dont elle est gérée et dont elle est faite, oui. Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec. Enfin, j'entends ce que tu dis, mais. Non mais du coup Oui. vu que le problème c'est le capitalisme, pour s'en sortir, il vaut mieux jouer le jeu du capitalisme et, comme tu dis, créer son entreprise, quitte à le faire d'une manière un peu plus éthique. Par exemple, il y a des formats qui existent comme les scopes, ce genre de choses, où du coup tu peux travailler en égalité avec les gens avec qui tu travailles et pas obligé d'avoir une hiérarchie, etc. Oui, je suis d'accord, il vaut mieux... Enfin, dans l'idéal, il vaut mieux essayer de monter son propre projet plutôt que aller faire des piges à Ubisoft. Après, je comprends aussi l'attrait du... comment dire, l'attrait de la grosse boîte qui a pignon sur rue, qui a à une époque sorti des bons jeux, qui a à une époque eu un positionnement qui avait l'air d'être plutôt un positionnement éthique en termes de créativité en tout cas, qui favorisait des gens comme que j'ai eu l'occasion de croiser, comme Michel Ancel, qui bon, il y a des problématiques, mais il a eu ce statut à une époque, il a eu cette aura de créateur indépendant, mais financé et aidé dans son activité par Ubisoft. Euh, je comprends l'attrait, mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Quitte à être créatif, avancer un projet artistique, je pense qu'il vaut mieux réussir à le faire en indépendant que aller appliquer ton talent dans une grosse usine où tu vas pas te sentir heureux. Et effectivement, moi, les retours que j'ai eus les plus souvent des gens qui ont travaillé à Ubisoft que je connais, ils sont pas très reluisants, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais, la même. en son, voilà, c'est des gens qui sont à qui ça a plu pendant peut-être quelques mois, mais qui au bout d'un moment en avaient marre de refaire tout le temps les mêmes sons de flingue. T'as aussi, je pense, alors je vais sûrement me faire défoncer en commentaire pour dire ça. J'ai un peu l'impression qu'en fait, ceux qui défendent donc en guerre contre l'IA pour ces tafs-là, c'est des gens qui ne sont jamais allés dans ces tafs-là en fait. C'est un peu comme quand moi j'étais en études en musicien. Genre le rêve entre guillemets, c'était de trouver une troupe qui fait des baloches, Mm. d'être titulaire dedans et de pouvoir faire Mhm. ton intermittence dessus. Parce qu'en fait, c'est une des rares façons de vivre correctement en étant musicien, c'est de C'est trouver un ça, ouais. orchestre fixe, et généralement, c'est les baloches. Mhm. Pour ceux qui savent pas, du coup, les baloches sont les orchestres de bal, c'est ceux qui font les tours des villages le 14 juillet et tout l'été. Je chante du Michel Sardou et du Maître Gims, C'est ça, maintenant c'est ça. entre autres. Et donc, moi, j'ai bossé assez dur pour arriver à ça, et quand j'ai commencé à m'être pris dedans, j'ai fait, mais en fait, c'est pas enviable comme situation. Et il y a des gens qui aiment ça, et il y a des gens qui sont. Il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans un peu à contre-coeur, force à eux. Mhm. Il y a des gens qui aiment ça. Le guitariste donc quand j'ai joué avec Tonas, l'autre en fait il fait du baloche et il s'éclate Mhm. à le faire. Et c'est cool. Mhm. Mais ça veut dire passer tout ton été sur la route à faire des reprises devant des gens bourrés, faire tourner la serviette à 2h du matin et enfin faut avoir envie. Oui, en fait, ma position là-dessus, je pense que c'est un peu l'expression, la vieille expression, il n'y a pas de saut métier. Je pense qu'à partir du moment où où tu exerces ton talent et où il y a quelque chose qui en sort, soit, après, c'est clair que euh, je pense que pour moi, c'est très rare, effectivement, les gens qui arrivent à être heureux en faisant du baloche, et c'est très rare les gens qui arrivent à être heureux en travaillant dans une grosse boîte style Ubisoft, à mon avis. Ou alors, il faut que ça soit des postes plutôt de cadre, où tu as un peu plus de marge de manœuvre, éventuellement, ou de créatif, enfin, Mhm. où tu as un pouvoir décisionnaire, quoi. Parce que sinon, effectivement, enfin, moi, la trajectoire que j'ai vue à Montpellier le plus, c'est des gens qui travaillent à Ubisoft et qui ensuite partent d'Ubisoft pour créer leur boîte. Et auquel cas, en Ouais. fait, Ubisoft, tu peux le considérer presque comme une espèce de post-études, enfin, c'est une continuation des études C'est genre le où postdoc. tu as
Ouais, c'est ça. C'est un peu comme les compagnons, tu sais, Oui. dans le vieux format de genre t'apprends à être forgeron, puis après tu vas être l'apprenti de machin pendant tel certain nombre d'années, puis ensuite tu ouvres ta propre shop, quoi. Je pense que penser dans ce style, dans cette optique-là, ça fait plus sens à mon avis pour moi. Dans le genre, j'avais un pote au lycée qui avait fait une. Enfin, du coup, après le lycée, du coup, il était en train d'une grande école en fait d'animation. Et la promesse, en fait, c'est qu'après, quand tu sors de cette école, t'es embauché par les grosses boîtes d'animation, Mhm. dont Pixar. Ouais. Donc il a fini sa formation, mais du coup il est pas allé chez Pixar après. Parce qu'en fait, la réalité c'est que oui, tu bosses chez Pixar, mais c'est-à-dire qu'ils t'envoient entre 2 et 5 ans dans les studios en Inde pour faire les animations avant de peut-être être rapatrié en Europe ou aux États-Unis pour faire autre chose qu'être faiseur en fait. Je pense que finalement, je crois que je peux quand même être d'accord avec cette position quand même de dire c'est quand même un problème que si ces jobs-là justement sont formateurs, c'est quand même un problème qui soit complètement inaccessible à cause de l'IA. En revanche, il y a quand même un problème fondamental, c'est que ces jobs-là ne sont pas ni amusants ni comment dire ni Épanouissant. épanouissants, et qu'en fait, s'ils sont remplaçables, ces postes-là sont remplaçables par IA, ça montre bien qu'il y a un souci à la base sur ces postes-là, quoi. Et du coup, l'IA justement devient à ce moment-là une vraie technologie bien capitaliste, dans le sens où elle révèle une problématique fondamentale qui est liée en fait à l'organisation du travail, quoi. C'est que c'est pas normal que des postes comme ça soient inintéressants. Enfin, en tout cas, ça choque un petit peu l'imaginaire où je sais pas, où j'aimerais bien croire que des postes créatifs par essence devraient être épanouissants. Parce que Euh, forcément, quand on parle de post créatif de manière générale, dès que tu dessines un peu ou que tu fais un peu de son quoi, c'est pas parce que c'est un job dit créatif que c'est pas épanouissant. Ça peut être même très abrutissant. Oui, 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 complètement. Non, mais mais encore une fois, moi, je pense que du coup, au final, le souci n'est pas tellement l'IA, mais plus l'organisation du travail et la manière dont ça va être agencé. Effectivement, le fait que c'est effectivement pas les employés d'Ubisoft, ils vont pas se sentir plus heureux, ils vont même voir leur job supprimé, effectivement, du coup, donc c'est. Mais comme je te rejoins, est-ce qu'on peut vraiment est-ce que ces jobs-là sont si, voilà, sont si enviables, sont si intéressants que ça Bah, après, et du coup, ça fera la transition parce que tu l'as lancé de manière excellente sur Ah bon? le prochain point. Euh, En fait, le problème par rapport à l'IA, parce que comme on disait plus tôt, c'est qu'en fait, l'IA, elle fabrique des jolies choses, elle ne crée pas quelque chose d'original. Et en fait, ce qui va disparaître, c'est les jobs de faiseurs, en fait. C'est pas les jobs de créateurs. Ouais, Je ouais, pense que ouais. les jobs de créateurs ne sont pas menacés. Mais de toute façon, les jobs de créateurs sont déjà tellement précaires que de toute façon, un peu moins. Bah, c'est ça. J'étais en train de dire, quand tu le dis, là, je vois très bien. Moi, ce que je fais au jour le jour, les gens avec qui je travaille, ils vont pas se tourner vers l'IA parce qu'en fait, ce qu'ils cherchent, c'est même pas. Et à un moment donné où c'est même plus mon style musical ou je ne sais quoi qu'ils cherchent. C'est une relation, en fait, d'humain à humain et de compréhension de leur démarche à eux et d'accompagnement de la démarche. Hein. Et c'est presque au-delà du résultat final, quoi. Et donc ils vont pas se tourner vers l'IA parce que c'est pas ça qu'ils cherchent. De toute façon, il y aura toujours des trucs faits à la mano, il y en aura toujours. C'est juste que, ouais, faut peut-être arrêter de rêver d'arriver dans les grandes boîtes et chercher dans des trucs plus petits, voir des trucs qui se lancent, malgré le risque que ça comporte. Oui, oui, complètement. De toute façon, oui, non, mais t'as raison. Alors c'est sûr que du coup, justement, je pense que l'attrait, et c'est peut-être ça aussi qui peut être, j'imagine, un peu choquant et dramatique, c'est que oui, l'attrait des postes à Ubisoft ou autres, on fait que taper sur Ubisoft, mais il y a d'autres grosses boîtes, hein. C'est clairement pas les Mais seuls. les pauvres, Je enfin vais les peut-être pas pauvres. les plaindre non plus, mais c'est clairement pas les seuls, ouais. Mais du coup, donc oui, effectivement, ces postes-là, ils ont peut-être l'avantage d'être correctement payés. J'ai pas dit bien payé, hein, j'ai dit correctement payé. Bien que je pense que si tu vois le rapport. Enfin, disons, payer suffisamment pour vivre. Parce que je pense que Voilà, le oui. rapport temps de travail-argent, il est pas bon. Ouais, je pense. Euh, mais c'est vrai que du coup, comparé effectivement à rejoindre une boîte indépendante dont tu es pas sûr qu'elle va survivre plus de 2 ans, bah, c'est sûr que si tu veux fonder une famille, là, dans les
3-4 ans, il vaut mieux aller chez Ubisoft. Ouais, mais d'un autre côté. Et effectivement, la disparition de ces jobs-là peut être problématique. Je pense dans ce sens-là, je peux tout à fait comprendre. Mais par contre, je te rejoins en termes d'épanouissement personnel et en termes de carrière artistique ou de réalisation même simplement de projets intéressants. Bah oui, il vaut mieux aller chercher à être embauché par des indépendants et prendre le risque, comme tu dis, d'une forme d'instabilité, mais au moins. Mais après, c'est vrai aussi parce que là, on est. Bah, parce que c'est but, le thème de la chaîne et on est dans ce milieu-là, mais on reporte pas le problème aux gens qui font des tafs entre guillemets normaux. En fait, là, je vais pas parler de la restauration parce que c'est le taf que j'ai fait, mais quand j'étais embauché dans un resto, notamment quand c'était un indépendant, ben j'y allais parce qu'il me fallait du taf et que je voulais bosser dans la restauration, mais rien ne t'assure que dans un an il va pas fermer. Ouais, Et, c'est vrai. Ouais. et même si tu vas C'est dans une vrai. grande chaîne, quand je bossais dans une grande chaîne de restauration, c'est pas forcément de la stabilité. Je suis parti. Quelques années après, ils ont fermé parce que le groupe qui le gère considérait que c'était pas assez rentable. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je pense aussi au fait que j'ai passé 1 an dans un KFC et en fait le KFC n'existe plus. Voilà. Ce KFC n'existe plus. Ouais. Alors qu'on peut se dire que c'est. Bon, même si généralement quand on va là-bas, c'est pas la stabilité qu'on cherche, mais c'est plus d'avoir un peu d'argent parce qu'on est dans la dèche. Et à part, et encore je suis une preuve du contraire, à part la fonction publique, t'as aucun taf où t'es sûr. Oui, non, mais t'as tout à fait raison parce que justement, parce que la suppression des jobs, Ubisoft, ils ont pas attendu. Là, il y a eu des suppressions de postes ces dernières années dans d'autres boîtes aussi. Elles n'étaient pas nécessairement liées intrinsèquement liées. Hein. C'est pour ça, encore une fois, le problème c'est pas lié, c'est le capitalisme. Et de base, de toute façon, le problème de la stabilité du taf, c'est pas parce que la boîte est stable que ton taf est stable. Et comme tu dis, on l'a vu, mais combien de boîtes ont racheté un studio qui a eu un succès sur un jeu pour finalement virer la moitié des gens quelques années plus tard? Et c'était bien avant l'IA. Oui, bah là, ces dernières années, ça a été la spécialité de Microsoft notamment. Là. Ouais. Je pensais à Microsoft justement. Donc en fait, oui, t'as peut-être plus de confort pécunier en rejoignant une grosse boîte pendant un moment, mais pour moi, ça assure pas la stabilité. On a un peu digressé. En gros, la question que je posais, c'est du coup, est-ce qu'on doit réglementer l'IA en fait? Est-ce que alors l'IA doit être réglementée d'un moment à un autre. Ça, c'est de toute façon notre société est fait comme ça. Mais d'un point de vue droit d'auteur, vision artistique, est-ce que ça doit être réglementé? Alors moi, je pense qu'il y a quand même effectivement un souci. Par exemple, tu vois, moi, clairement, pour d'autres raisons, hein, parce que Spotify me sort par les yeux de toute façon. Je veux dire, c'est pas nouveau que Spotify, le modèle économique, j'essaye de trouver des mots qui soient pas trop trash, mais tu te fais avoir, quoi. Spotify n'a jamais voulu diffuser de la culture. Spotify, je veux juste récupérer des royalties et faire des thunes. Faire du profit, voilà, c'est ça. Et donc du coup, clairement, le modèle économique de Spotify, dès le début, ça a jamais été un bon modèle économique pour les artistes. Il se trouve que là, ils poussent le bouchon vraiment très très loin sur plusieurs plans. Et typiquement, par exemple, moi, clairement, là, je pense que les prochaines sorties que je fais, je les mets plus sur Spotify. Notamment, et pour le coup, c'est notamment lié à l'IA. J'avoue que moi, de savoir que ma musique alimente un modèle sans que je sois rémunéré. En fait, le problème, c'est que du coup, toute notre économie actuelle fonctionne là-dessus. Sur, comment on appelle ça, le crowdsourcing. C'est le fait que tu travailles gratuitement pour plein de boîtes, tous les jours. Quand tu fais les captcha, par exemple, quand tu dis reconnaissez les mobylettes ou les chats sur les carrés, là, on entraîne de l'IA. On t'entraîne une IA. Il y a plein d'autres moments dans la vie comme ça où tu fais du crowdsourcing. Même les restos sympas, bonne ambiance où tu fais la vaisselle, par exemple, c'est du crowdsourcing. Il y a une culture de ça qui se développe. Parfois, ça peut ressembler à un truc éthique sympa, et puis des fois, clairement, tu te fais avoir, quoi. Ouais. L'économie d'Internet, elle fonctionne beaucoup, beaucoup là-dessus. Et là, je trouve que le bouchon va très, très loin. Enfin, je veux dire, l'ampleur, parce qu'en fait, c'est ça, je pense, le risque aussi en ce moment, c'est que du coup,
il y a une bulle spéculative boursière liée à l'IA qui est assez énorme, et c'est un peu la discussion du moment, c'est que du coup, si ça pète, comme la bulle spéculative immobilière a pété en 2008, les conséquences vont être assez problématiques. Parce que du coup, quand tu vois justement ce documentaire là sur la Stargate, là, comment dire, ça touche aussi les infrastructures énergétiques, enfin c'est le grid, comme ils disent les Américains là, genre c'est la gestion de l'électricité sur les territoires, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas rien, on est à un niveau enfin, je pense qu'il y a des guerres qui potentiellement peuvent être déclenchées directement à la suite de l'éventuelle explosion de la bulle d'IA. Enfin, je veux dire, les conséquences peuvent être vraiment très problématiques, je pense. Ouais. Et donc, le pognon qui est généré par les activités de ces acteurs-là se fait sur notre utilisation passive, c'est-à-dire notamment le vol des données, ce qui est CAPTCHA, etc. Donc s'il y a un endroit où on peut avoir le contrôle là-dessus, et notamment en ne diffusant pas de la musique par exemple sur Spotify ou autre, bah, moi tant qu'à faire je le fais. Et typiquement Spotify pour moi c'est depuis longtemps, c'est un acteur qui est dans mon collimateur où je mets ma musique à contre-cœur parce que je connais des gens qui écoutent ma musique sur Spotify et que du coup je me dis bah je la rends disponible là-dessus. Clairement les prochaines sorties elles seront pas sur Spotify, notamment parce qu'en plus je vois qu'il y a des acteurs comme Deezer par exemple qui se positionnent par rapport à ça et qui disent nous on n'alimente pas, on n'a pas de modèle d'IA, on va pas alimenter, etc. et on n'autorise pas la musique générée par IA. Donc comme tu as des acteurs qui se positionnent là-dessus, tu te dis bon bah voilà, Spotify ils ont fait un choix, bah, très bien, mais moi je suis pas le choix. Internet heureusement permet encore ça, c'est que du coup tu peux évoluer dans une bulle culturelle un peu plus éthique. Par exemple, moi, j'étais très fan de Twitter à une époque. Petit à petit, je suis en train d'utiliser régulièrement Mastodon, tu vois. Et du coup, voilà, ça existe encore des possibilités. Et du coup, ce que j'ai découvert en allant aux Utopiales, c'est que du coup, y a pas mal de gens du fandom SF qui sont sur Mastodon. Et donc je me dis, bah chouette, voilà, ils sont dans une bulle culturelle. Bah voilà, dans laquelle je vais pouvoir. Enfin, j'évolue déjà un peu et dans laquelle je vais continuer à évoluer, quoi. Est-ce que c'est pas un retour au forum à l'ancienne? Bah ouais, carrément. En fait, c'est ça. Je pense que Internet est pas totalement mort de ce point de vue-là. Il y a encore du potentiel pour que les choses se passent pas trop mal. Un monde où les choses peuvent aller dans le bon sens, quoi. En tout cas, pour une partie de la population. Alors, effectivement, comme tu disais, une partie de la population qui a une culture informatique particulière aussi. C'est-à-dire que Mastodon, tout le monde connaît pas. Linux, n'en parlons pas. L'open source, en règle générale. Est-ce qu'on n'est pas un peu Metallica face à Napster, là? Quelle partie? La partie où ils ont fait le procès parce ils ont fait fermer Napster et au final, leur musique est en téléchargement libre. Ou la partie où le fondateur de Napster a été invité au mariage de Robert Trujillo. Je savais pas ça. Et ouais, parce qu'en fait, Napster maintenant c'est devenu. En fait, Napster ça a été un des précurseurs du streaming au final. Et en fait, Napster ils ont fait beaucoup de bien au final à des gens comme Metallica. Alors du coup, pour les plus jeunes, qui écoutent ça ou les gens qui sont juste pas intéressés par le truc, Napster du coup c'était une des premières applications populaires de peer-to-peer où en fait où on mettait des fichiers sur internet et les gens pouvaient télécharger. Ce qu'on appelait en fait le piratage informatique en fait finalement. C'était au début c'était une zone grise et puis ensuite c'était devenu complètement illégal. Enfin non, en fait c'était déjà illégal en fait à la base. Bah t'avais des mythes comme quoi si tu possèdes l'original t'as le droit de le partager. Ouais c'est ça, ouais, un truc. Enfin ce qui était faux hein, mais bref, et du coup Metallica a fait un procès à Napster pour interdire donc le piratage de leur titre. Qu'ils ont gagné, il me semble qu'ils ont gagné. Qu'ils ont gagné, mais qui a été un fiasco, dans le sens où l'image de Metallica de gros connard a commencé à se forger un peu là. Ouais. Et que ça n'a pas empêché des millions de personnes de pirater, télécharger leur musique gratuitement. Mais du coup, ça. Comment dire mais ça donne après tout ce qui est Spotify, Deezer, ça vient de. Ouais, c'était ça. En fait,
ce qui est intéressant, c'est que et je pense que c'est ça aussi le truc de l'IA, c'est ce que tu dis. Enfin, là où moi je pense que je suis totalement d'accord avec toi, c'est que on va rien pouvoir faire à part tout cramer. Enfin, je veux dire, la seule solution, ce serait ça, ce serait de réussir une révolution, je ne sais pas de quel type, de quelle idéologie, mais une révolution anticapitaliste dans tous les cas. De la réussir, et ça passe forcément par des petites destructions. À moins de réussir ça, on ne pourra rien faire en fait contre l'avènement de l'IA. Si tu détruis, imaginons, demain tu détruis toute trace de l'IA, tu n'auras pas toutes les traces qui ont disparu. On saura que ça existait, il y aura quand même des documents scientifiques de recherche. En fait, ça fait juste retarder le problème. Oui, non. En fait, ce que je veux dire, c'est que du coup, si on sort du système capitaliste, il peut y exister une utilisation vraiment éthique de l'IA à tous les niveaux. En fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire même au niveau du bas de l'échelle, c'est-à-dire même les mineurs qui sortent les terres rares, ils pourraient éventuellement vivre une vie correcte, ou alors ils seraient plutôt opérateurs de machines qui le feraient à leur place. On peut envoyer des drones flinguer un mec dans un hôpital, on peut envoyer des drones pour récupérer les minerais, quoi, je dirais. Quelque part. Donc voilà, donc c'est ça. Il y a un monde anticapitaliste et une économie peut-être planifiée, mais peut-être pas, pour pas trop la classer idéologiquement, mais en tout cas une économie qui serait éthique et qui serait profitable à tout le monde, et où tout le monde serait heureux, et où l'IA du coup profiterait vraiment à la population humaine. Bon, on n'y est pas et on n'y sera pas. Donc à partir de là, de toute façon l'IA sera là, déjà là, etc. Et donc j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais du coup en tout cas oui, là où je suis d'accord avec toi, c'est que comme c'est un fait, et il faut tout simplement, je pense, se positionner par rapport à ça, donc, et un peu avoir une hygiène en fait d'utilisation de la technologie, comme de toute façon je veux dire, mon navigateur, j'ai un adblock dessus par exemple. Je refuse de regarder passivement de la publicité sur YouTube. Je me suis installé un adblock. Par contre, effectivement, ça demande une certaine éducation, une certaine culture informatique qui est pas forcément accessible à tout le monde. En fait, si je comprends bien ce que tu dis, c'est qu'en fait, donc il faut réfléchir sur une gestion éthique de l'IA. Ça viendra pas par les industries et les entreprises. Il faut que ça vienne de la part du consommateur. Voilà. Alors ça peut venir après des États, dans le sens où, du coup, par exemple, justement, la position... Alors ça, c'est ce que j'ai tiré de ce bouquin géopolitique de l'IA, c'est que de fait, l'Europe, comme dans plein de domaines, de toute façon, son moyen d'exister, c'est justement cette approche, entre guillemets, éthique, cette approche de on va réguler, et on peut attendre des États, notamment européens, qu'il y ait des efforts de régulation qui aillent dans le bon sens. C'est pas impossible, je pense que même ça va être... J'ai l'impression, même si, je pense pas que tout n'est pas rose, hein, mais j'ai l'impression que pour le coup, les startups d'IA en France qui naissent ont plutôt en tout cas celle que je connais, il y a plutôt ce discours-là. Alors après, est-ce que c'est du greenwashing, etc. Il y a débat, hein, mais en tout cas, le discours est là. Et le champ sémantique, il est là. Mais oui, in fine, je pense que de toute façon, il faut que ça soit du côté du consommateur. Mais de toute façon, en fait, c'est le seul pouvoir qu'on a justement dans le capitalisme. En fait, c'est à partir du moment où tu as suffisamment d'argent pour consommer en plus de manger, c'est là que ton pouvoir il est. C'est que du coup, dans ce système, c'est là que tu as moyen de faire une petite action, quoi. Donc effectivement, moi dans mon cas en tant que créateur, je pense que voilà, mes prochains morceaux, je les sortirai pas sur Spotify parce que j'ai pas envie d'alimenter. Est-ce que j'irai jusqu'à supprimer ce qui est déjà sur Spotify? Je ne sais pas, peut-être. Peut-être que ça va me péter et que je vais me dire, je vais essayer de convaincre tous les gens que je connais qui écoutent ma musique sur Spotify de plus écouter sur Spotify, peut-être. Mais en tout cas, oui, il existe des alternatives et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, quoi. Et si j'ai envie d'utiliser une IA pour moi, j'irai dans le sens que toi tu décris, tu vois, de l'IA locale et de m'intéresser à comment ça fonctionne, parce que aussi c'est ça le truc, c'est que je pense que ce que tu décris, c'est... Moi j'ai ce goût-là aussi j'ai envie de savoir comment ça fonctionne un minimum. Alors c'est sûr que je vais pas aller chercher jusqu'au niveau des 0 et des 1, mais apprendre un petit peu de Python, d'apprendre un petit peu de comment ça fonctionne une chaîne de Markov, de qu'est-ce que c'est exactement que le deep learning.
Voilà, c'est hyper intéressant et je pense que c'est ça le gros problème de toute façon de notre société. C'est lié au capitalisme. Hein, et le gros problème, c'est l'accès au savoir tout court, en fait. Alors qu'on n'a jamais eu autant accès au savoir de manière générale. Ouais, exactement. Mais c'est vrai qu'on a vu, nous, comme tu disais, on tapait dans DOS, on tapait des lignes pour ouvrir des jeux vidéo, pour lancer des vidéos. Et ensuite, on a vu apparaître des iPhones où tu peux. Genre où t'as aucun accès à comment ça fonctionne, tu peux même pas changer la batterie, c'est un enfer. Et tu peux pas savoir comment. Donc, et pareil, hein, il existe des alternatives, mais en tout cas, c'est ça le vrai problème, c'est l'accès au savoir, la possibilité qui t'est offerte à toi en tant qu'individu d'accéder à la connaissance et de comment fonctionne. Il y a l'envie qui est liée aussi. Il y a l'envie qui est liée, il y a le temps aussi, parce que effectivement, justement, si tu travailles chez Ubisoft et que tu fais, je sais pas, ou ailleurs, et que tu fais des horaires pas possibles et que t'es triste au travail, tu rentres chez toi, t'as plus envie de regarder la dernière saison de The Witcher que de savoir comment fonctionne ton iPhone, quoi. Non, c'est sûr. Du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce que je voulais voir. Un gros merci Chris, c'était super intéressant. Et Merci j'ai à toi. pris un vrai plaisir à le faire. Parce qu'il faut savoir aussi que ça fait un petit moment qu'on parle de faire des podcasts ensemble et Grave. ça se compte en années, je pense. Véridique. Et du coup, c'est vraiment cool qu'on les fait.